Alors, je suis très heureux d'être avec vous ici cet après-midi. Alors, je me présente, je suis Benoît Bessette. Je suis de K72 ou K72, c'est comme vous voulez. K72, c'est la dernière née du holding qui est propriétaire de Cossette. Alors, on est un peu schizophrénique, alors vous nous appelez comme vous voulez, ça fait notre bonheur. Alors, quand j'ai été approché pour faire la conférence ici, je me suis dit, mais pourquoi il m'appelle moi? C'est sûr que, bon, j'ai passé 18 ans chez Cossette à travailler sur plusieurs marques, dont General Mills, qui est un de mes clients. Donc là, je mets les produits les plus élogieux de General Mills, le géant vert, Liberté. Mais il y avait un Burger Helper aussi, peut-être un peu moins glorieux. Alors, j'ai touché à la bouffe. Je suis de retour chez K72 depuis un bout de temps. La Coop Fédérée est un de nos clients. Mais probablement la raison principale pour laquelle j'ai été contacté, c'est que pendant 4 ans, j'ai été vice-président marketing et communication d'une multinationale québécoise qui est basée à Magog avec un chiffre d'affaires d'1 milliard, qui est inconnu, qui s'appelle Camso, qui s'appelait Camoplast Solidis jusqu'à tout récemment, présente dans 24 pays. Ce qui m'a amené à faire le tour du monde pour comprendre le marché de Camso qui vend ces trucs-là. Alors, vous voyez cette magnifique machine. Alors, Camso produit les chenilles en caoutchouc et les systèmes de chenilles pour ces genres de jouets pour hommes adultes et femmes aussi, et des pneus industriels. Donc, ça m'a amené à visiter, je suis passé à peu près le tiers de mon temps pendant 4 ans à l'étranger, beaucoup de temps en Europe, visiter plusieurs pays européens. Et on y reviendra. L'Europe, c'est un mot très simple, mais c'est une réalité qui est fort complexe. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la promesse européenne et la marque. La première chose à laquelle il faut répondre, c'est quoi une marque? Et c'est quoi une marque? C'est que, premièrement, souvent, les gens vont penser qu'une marque, c'est un logo. Ben, une marque, c'est beaucoup plus qu'un logo. Les gens qui travaillent dans le secteur vont vous le dire. La marque, le logo, c'est la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg. Hein? Un logo, c'est le symbole, c'est le symptôme ultime de quelle est votre marque, qui, à la base, oui, repose sur un système identitaire par rapport à votre promesse de marque, qu'est-ce que vous promettez à vos consommateurs, mais une marque, d'abord, repose sur votre vision, votre mission et vos valeurs. C'est ce qui fait que lorsqu'on est confronté à un choix comme celui-là, il y a de la soupe aux tomates dans les 2 boîtes de conserve, puis il y a des gens encore qui vont choisir la boîte qui est sur votre droite. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais petit, on mangeait de la soupe Campbell dans la maison et voilà. Donc, c'est une décision qui est beaucoup plus émotionnelle quand on pense que probablement la boîte de conserve de droite coûte 49 ou 59 sous de plus. Donc, les marques évoluent et s'approprient beaucoup de codes. À un tel point que des marques deviennent ce qu'on appelle des icônes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu l'agriculture ici dans la salle. Levez la main. Bon, là le test est sur vous, là. Alors, êtes-vous capable de me nommer les marques en fonction de la couleur du tracteur? OK, madame? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, New Holland en bleu, Massey Ferguson, ça fait partie de AGCO, Case IH, les rouges, les bleus, les verts, évidemment, John Deere, et puis Caterpillar qui a vendu sa marque de tracteur à AGCO il y a peut-être 5 ou 7 ans, et maintenant, ils appellent ça Challenger. D'ailleurs, les marques sont tellement puissantes dans le monde agricole. Je fais une tournée actuellement pour un client, la Coop Fédérée. Je visite des agriculteurs, puis il y a des agriculteurs qui sont verts. Ils achètent du John Deere. Et le magnifique tracteur que je vous ai montré au début, c'est un 9RX de John Deere. Ça vaut 400 000 $. Mais il existe le Quad-Track de Case IH, un rouge, depuis 6 ans déjà. Puis les verts n'ont pas acheté de rouge parce qu'ils voulaient un Quad-Track de John Deere. Donc, on pourrait dire, mais c'est complètement irrationnel. Un tracteur, c'est un tracteur. Oui, mais un tracteur, c'est plus que ça. Comment John Deere a réussi à construire une marque qui fait que parce que le tracteur est peint en vert, il coûte 20 % plus cher. Puis les gens sont contents de l'acheter. Pourquoi?
Puis pas juste John Deere qui a réussi à faire ça dans l'alimentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que de l'eau? Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà bu de l'eau Evian. Levez la main. OK, de l'eau Fiji. Bon, c'est plus de 2 $ la bouteille pour un produit qui est, on le sait, qui est gratis. Hein? On ouvre le robinet, c'est là, ça coule, c'est gratuit. Pourquoi on achète, on paie pour quelque chose qui est gratuit? Parce que lorsqu'on achète une bouteille de Naya, de Fiji ou d'Evian, on achète plus que l'eau. Surtout quand il fait noir à 4 heures, en décembre, une bouteille de Fiji avec une belle fleur exotique dans le fond, écart et je sais pas, ça nous fait rêver un peu. Donc, les produits de commodité, de plus en plus, on se rend compte, réussissent à créer des marques. Bon, ça, c'est la gamme de produits Windsor. Moi, ma mère a toujours acheté ça. Mais moi, ce que j'ai sur ma table, c'est ça. Ça coûte pas mal plus cher, mais ça goûte salé. C'est la même chose. Mais ce que j'achète quand j'achète du sel de Camargue, j'achète plus que du sel. J'achète un sujet de conversation. J'achète un raffinement. Alors, quand on va chez Benoît et Joël, on le sait, c'est toujours le fun, des petites affaires comme ça. Je ne vous parlerai pas de mon sel rose de l'Himalaya, qui goûte aussi salé que du sel Windsor. Alors, comment agissent les marques? Comment ça se fait que ça marche? Bien, les marques, ça ne marche pas là, ça marche là. Martin Neumeyer, un livre extraordinaire, si vous lisez l'anglais, The Brand Gap, c'est disponible gratuitement sur SlideShare, définit la marque comme un gut feeling. Une marque, c'est une impression que tu as dans les tripes qui te fait dire « Ah, c'est ça que je veux ». Mais comment ça fait qu'on réussit à payer plus cher pour du sel de Camargue par rapport à du sel Windsor ou qu'on tend la main vers une bouteille d'eau Fiji alors que je sais très bien qu'au bout du robinet à la maison, j'ai de l'eau qui est gratuite? On va faire un petit peu de psychologie. On a 2 hémisphères au cerveau. Cela dit, moi, j'ai un frère ingénieur. Je pense qu'il y a un seul hémisphère, puis c'est celui qui est sur votre gauche. On en connaît tous, des gens comme ça. On les aime, c'est mon frère. Et donc, dans la vie, le côté rationnel nous aligne à tenter de faire des décisions rationnelles. Et souvent, au niveau des développements de produits, à la base, on va y aller avec des caractéristiques qui sont rationnelles. Pensez aux caractéristiques qui existent juste dans la suite Microsoft Office, hein? Juste dans PowerPoint. J'ai lu un article il y a une dizaine d'années qui disait qu'il y avait 90 % des gens qui n'utilisaient pas plus que 10 % des caractéristiques de la suite Microsoft Office. Hey, c'est du gaspillage, hein? C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si quelqu'un a tenté d'acheter un matelas récemment. Moi, je pensais que c'était quelque chose de simple. Hey, c'est compliqué, hein? Ou même acheter une police d'assurance automobile, c'est d'une complexité. Il y a tellement de caractéristiques. Ça devient tellement pointu. Et lorsqu'on parle de critères fonctionnels, il y a 3 types de relations possibles. A est plus grand que B, A est plus petit que B, ou A est égal à B. Une étude récente l'année dernière qui a démontré que le consommateur nord-américain typique, je ne pense pas que les Européens soient différents, sont capables de comparer jusqu'à 3 concurrents sur 4 caractéristiques. Donc, 12 caractéristiques en tout. Combien il y a de caractéristiques quand on achète un matelas? Il y en a pas mal plus que 4. Combien il y a de caractéristiques lorsqu'on achète une voiture? Combien il y a de caractéristiques quand on achète du vin, du fromage? Il y en a. Et nos amis qui vivent du côté gauche de leur hémisphère, ils rajoutent des caractéristiques. On en rajoute, on en rajoute, on en rajoute pour tenter d'être différents, alors que les gens sont tout simplement pas capables de faire la comparaison. C'est là que l'hémisphère droit vient à notre secours, nous, les marketeurs, les experts en marque. Parce que, alors qu'il y a 3 façons de comparer des caractéristiques rationnelles, c'est impossible de dire, de hiérarchiser une émotion. Est-ce que ma passion pour telle marque est plus grande que ma passion pour telle autre marque? Est-ce que mon désir d'acheter, de faire mon épicerie chez Avril, puis que ça va me coûter 40% plus cher, ce désir-là, il est plus grand
que le risque de me faire engueuler quand je vais arriver à la maison après en disant « T'es-tu fou, t'as dépensé pour rien? » Ce qui est fantastique, c'est que l'être humain est programmé pour que la mémoire soit la clé de la préférence. Hein? Qu'est-ce qui se passe habituellement? C'est que le regard va être séduit par quelque chose. Et une fois qu'on va être été séduit par cet élément visuel-là, on va aller puiser dans nos souvenirs rationnels pour se souvenir des bons moments. Tu sais, chérie, la fois qu'on est allé, là, tu sais, là, c'était un restaurant, 2 arches dorées comme ça, là. Les enfants là, ont aimé ça, puis ils nous ont sacré patience après. Donc, c'est clair que l'identité, la marque, est très importante pour stimuler le souvenir. Puis les recherches démontrent que l'émotion, lorsque l'émotion est impliquée dans une décision, l'émotion gagne toujours. Il y a plusieurs auteurs qui ont fait ça, qui ont fait des recherches là-dessus. Donc, l'émotion, je sais que c'est complexe, hein, c'est très nuancé ce que je dis là, donc je vais le répéter. Quand l'émotion est impliquée dans une décision, l'émotion gagne toujours. Et l'émotion est toujours impliquée dans une décision. Toujours. Martin Lindstrom, c'est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Neuromarketing. Il a écrit ça il y a 7-8 ans, c'est un Suédois. Et ce qu'il a fait pendant quelques années, il a pris des gens qui étaient désireux de participer à sa recherche et il les a mis dans des machines à résonance magnétique et il les a soumis, exposés à des publicités pour voir, en fonction du type d'argument, quelles zones du cerveau étaient stimulées. Puis il est arrivé à la conclusion que les émotions gagnaient toujours. C'est un des nombreux auteurs qui arrivent à cette conclusion-là. Petite caricature dans Harvard Business Review. On voit ici, on a un monsieur qui est très, très soucieux de sa performance. Alors, il achète les céréales X95. Hein, il va devenir fort. Il va être très, très productif. Tout le monde va tomber en amour avec lui. Il va devenir le roi du monde. Et lorsqu'il répond au questionnaire d'une firme de recherche, on dit « Pourquoi vous consommez X92? » La réponse est « Ah, j'aime le format de la boîte. » C'est important, lorsque vous faites de la recherche, ce que les gens pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont 3 choses différentes. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, puis ce qu'ils font. Surtout par rapport à des sujets qui sont sensibles. L'alimentation biologique, bien manger, les relations sexuelles. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il y a plusieurs années, on a fait un mandat quand Bell s'est lancé dans la télévision par satellite. Ils nous ont donné le mandat de développer le branding des chaînes pornographiques. Alors, c'est sûr que si je lève la main en disant « Qui ici consomme de la porno? Hein? » C'est d'autres personnes. Personne ici. Ah, madame s'affirme, bravo. Alors, personne consomme de la porno. Alors, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, c'est 3 choses différentes. Alors, c'est important, lorsque vous faites de la recherche, de mettre un protocole de recherche qui est cohérent et qui permet d'aller chercher la vérité. Ça, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, si vous voulez. Bon, ben, c'est bien beau, Benoît, là, mais ça marche-tu partout dans le monde, tout ça? Au milieu du 19e siècle, il y a eu un changement de paradigme. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle? L'image devrait vous donner un indice. La révolution industrielle. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? On consommait, on produisait pour consommer. Moi, j'étais dans mon petit canton d'Ogden, dans les cantons de l'Est, où j'ai ma maison. Je fabriquais mon pain, j'en consommais pour moi, puis je pouvais faire du troc où j'en vendais autour de moi. Mais avec l'arrivée des usines, de la production industrielle, j'ai pu commencer à produire plus, puis vendre mon pain à Magog, à Sherbrooke, à Granby. Donc, c'est là que la production est entrée en jeu et que le marketing et le rôle de la marque est devenu important. Parce que le pain que je vendais à Granby, je voulais que ce soit clair qu'on pense que c'est le mien puis que ce n'est pas celui de monsieur. Je suis désolé, monsieur, ne prenez pas ça personnel. Ce qui fait qu'on est arrivé avec certains concepts en marketing, dont celui-là, je ne sais pas si vous connaissez cette courbe-là. Hein, c'est la courbe du cycle de vie d'un produit. Quand tu lances un produit, ben, il est introduit, tu as les premiers convertis. Ça, c'est les gens qui vont payer 9 000 $ pour un écran plat et qui pleurent aujourd'hui parce que le même écran
même un petit peu plus grand. Il est 650 $ chez Best Buy. Donc, il va y avoir croissance, maturité et déclin. Qui a encore un VHS aujourd'hui qui s'en sert? Parce que la technologie va être remplacée par une technologie plus à jour. Mais en termes de marque, ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on crée un nouveau produit, il faut expliquer à quoi sert le produit. Le dentifrice a été inventé dans les années 30, 20-30. Et les publicités de dentifrice à l'époque disaient on utilise le dentifrice pour se nettoyer les dents. On n'avait pas besoin de parler des attributs émotionnels du produit. On disait hey, avoir bonne haleine, c'est important. Pour la santé de tes dents, utilise le dentifrice. Mais lorsque le produit devient en croissance et à maturité, on n'a plus besoin d'expliquer à quoi ça sert le dentifrice. On n'a plus besoin d'expliquer à quoi ça sert une voiture. D'ailleurs, le mois dernier, j'étais dans le métro à Montréal, puis il y avait une publicité de Colgate qui disait « À l'art de la séduction, il est permis de tricher ». Donc, il y a 100 ans, on utilisait le dentifrice pour se nettoyer les dents. Aujourd'hui, on utilise le dentifrice pour pogner. Les faits, l'émotion. Vous comprenez? Je continue. D'ailleurs, les études démontrent qu'à peu près 70% des décisions au point d'achat seraient faites avec des motivations émotionnelles. Puis comment ça peut s'expliquer ça? Des fois, il faut penser à nos classiques, le bon vieux Maslow, 1840 à peu près, qui a défini la hiérarchie des besoins. Mais si on oublie la pyramide, puis qu'on met ça sur une courbe, on reconnaît notre courbe là. On s'entend-tu pour dire que nos sociétés occidentales, l'Europe, l'Amérique du Nord, on est à droite de la courbe. À gauche, on est dans le fonctionnel. À droite, on est dans l'émotion. C'est pas pour rien que les marques sont si puissantes dans les marchés occidentaux. Donc, arrivons à ce fameux mot, l'Europe. Un mot, hein, c'est facile, c'est fantastique, ça se prononce bien, c'est bilingue. Mais ce sont de multiples identités. J'allais écrire 28 pays. Oups, non, bientôt 27. God save the Queen. Donc, il y a 27 pays dans ce marché-là. Et ce que je peux vous dire, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 ans à Paris dans une foire commerciale, où j'ai été momentanément citoyen du Luxembourg, où on paye 5 % d'impôts. Mais je n'ai pas été capable de faire mon rapport d'impôt là-bas parce que j'étais là seulement qu'une semaine. Alors, qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est une volonté, l'Europe. L'Europe, c'est une volonté de s'unifier. Petite anecdote, je suis allé en Allemagne souvent, notre centre de distribution était là-bas. Puis à un moment donné, je suis allé en Suisse, allemande. On m'a dit, tu sais, ici, on parle allemand, mais on n'est pas des Allemands. Après, je suis allé en Suisse romande. On m'a dit, ben là, tu sais, les Suisses allemands sont plates. Nous, on est bien mieux. Ça me rappelait un certain pays, là, je ne sais pas, je vous donne quelques indices. Après ça, je suis allé en Autriche. Puis là, on m'a dit, ouais, mais non, nous, on n'est pas des Suisses allemands, puis on n'est pas des Allemands. Donc, il y a une très grande culture de la différence en Europe, justement parce qu'on a aplani les frontières. On a fait disparaître les passeports. Bien, les passeports nationaux existent encore, mais il n'y a plus de frontières à traverser. Donc, on s'accroche à d'autres identités. Il y a 101 départements en France continentale et à l'outre-mer. 101. La majorité des Québécois, une grande proportion des Québécois ont de la difficulté probablement à nommer les 10 provinces. Imaginez les 101 départements français. Est-ce qu'on fait un quiz? La madame est française. Vous devez le savoir par cœur? Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on est très, très attaché à nos identités régionales en France. Qui connaît le melon de Lectoure? Bien, moi, je suis allé à Lectoure l'année passée. Puis là, c'est là que j'ai appris qu'il y avait une appellation d'origine protégée qui s'appelle le melon de Lectoure. À, évidemment, ne pas confondre avec le melon de Cavaillon. Ça n'a rien à voir. Qui disent? Qui connaît le floc de Gascogne? Ah! Ouais, on est Québécois, hein, l'alcool, on connaît ça un petit peu. Alors, le floc, qui est une appellation d'origine contrôlée dans la région du Gers, bien, c'est un apéritif, hein, un peu un vin sucré.
Et ça remonte au 19e siècle. À cause de ce gars-là, Napoléon III, en 1855, il a vu, il y avait l'exposition universelle qui allait arriver à Paris. Puis là, il voyait arriver tous les pays d'Europe débarquer en France pour évidemment tenter de vendre leurs trucs. Puis principalement les Italiens, puis il s'est dit minute, là, ils arrivent avec leur vin. Qu'est-ce qu'on va faire pour se distinguer? Et c'est là qu'il y a eu la création des grands crus classés de Bourgogne. 61 rouges, de Bordeaux, pardon, mon Dieu, je me ferais tirer. 61 rouges et 27 blancs de Bordeaux. Et ensuite, ça a découlé, les crus bourgeois du Médoc, Grave, Saint-Émilion, Médoc. Et aujourd'hui, ça c'est la semaine dernière, le Department of Origins and Registrations de l'Union européenne, il y a présentement 1589 appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées et spécialités traditionnelles garanties. Je pourrais vous envoyer la définition de chacun. Par exemple, les spécialités traditionnelles garanties, ce n'est pas lié à un lieu physique, mais à un mode de fabrication. Tandis que les appellations d'origine protégée sont liées à un lieu, mais à une culture. Alors, il y en a 1589 et il y en a 139 en instance de décision, présentement, là. Ce qui fait que le bleu d'Auvergne, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le bleu d'Écosse. Hein? On sait tous ça. Ça n'a rien à voir avec la fourme d'Ambert, qui n'a rien à voir avec la fourme de Montbrison, puis qui n'a rien à voir avec le Roquefort. Mais là-bas, c'est important. Et on ne vend pas le Roquefort comme on vend la fourme d'Ambert. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ultimement, il y a plein de produits qui réussissent à utiliser toutes sortes d'arguments pour se faire valoir. C'est une étude qu'on a faite récemment, que ce soit les oranges de Californie, les amandes de Californie, le vinaigre de Modène, les clémentines du Maroc. Chacun réussit à les mettre en valeur certains attributs, que ce soit par rapport aux saines habitudes de vie, l'huile d'olive, pensons à ça, ou le savoir-faire, la fraîcheur, la réputation. Donc, ce qui est clair, c'est que la marque, elle crée de la valeur pour l'acheteur. C'est clair, parce qu'on paye plus cher pour aller voir un vinaigre de Modène par rapport à un autre vinaigre. On paye plus cher pour des oranges de la Floride qu'une autre orange. Mais il faut que ça soit de la valeur ajoutée pour l'entrepreneur aussi. Alors, comment ça fonctionne? Bien, ça fonctionne facilement. Je vous donne un premier exemple. Une pub qui a paru il y a quelques années dans le journal, qui comparait deux véhicules, la BMW 335 et la Berline G35. 10 000 $ de différence pour la voiture de gauche, qui est moins chère. Bien, meilleure, elle a plus de chevaux vapeur, elle a des banquettes en cuir. 10 000 $. Bien, c'est parce qu'il y en a une qui n'est pas une BMW. Quand j'étais petit, on mangeait des pois lossieurs à la maison. Ils disaient un drôle de verre, hein? Mais on ne mangeait pas de pois frais à l'époque, mais les pois lossieurs étaient plus chers. À Paris, on va faire son épicerie chez Fauchon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Fauchon ici. Fauchon, c'est pas pour les fauchés qu'on dit là-bas. Il y a des gens qui, au Québec, font leur épicerie chez Avril. Alors, ce qui est clair, c'est que lorsque on regarde le travail qui a été fait par les fromagers, les producteurs laitiers du Québec, pour justement se créer des marques, le Riopelle et l'ensemble du phénomène des fromages d'ici, bien, ça va dans ce sens-là de vouloir créer des micro-marques qui permettent de créer ce qu'on appelle une marque charismatique. Une marque charismatique, c'est quoi? C'est une marque pour laquelle on ne perçoit pas de substitut. Je riais tantôt parce que moi, je suis avec mon Mac ici, dans cet univers hostile, très, très Windows. Mais pour moi, il n'y a pas de substitut à la technologie Apple. Puis je sais que je paye plus cher. Et il y a des gens qui sont des spécialistes. Interbrand, c'est un cabinet international qui définit la valeur des marques à chaque année. Alors, en 2016, ça sort à l'automne,
Ils ont estimé la valeur des marques. La première marque, surprise, ça me fait du bien, avec une valeur de 179 milliards de dollars, la marque Apple. La marque, là, pas l'entreprise, là, que la marque vaut 179 milliards de dollars. On peut voir qu'il y a des conglomérats alimentaires là-dedans. Bon, on va se pincer le nez, là. McDonald's, Pepsi. On va voir, il y a Danone, il y a Nestlé. Ce qui est clair, c'est que dans ce classement-là, il y a 34 marques européennes. Il y a une marque canadienne, c'est Thomson Reuters, l'agence de presse. Il y a eu BlackBerry à un certain moment donné, mais qui a un BlackBerry ici dans la salle? On va se parler à la sortie. 20% des marques sur ce classement-là sont des marques business to business. Donc, GE, par exemple, c'est assez rare qu'on achète une turbine hydroélectrique ou une locomotive. Et ce qui est clair, c'est que là-dedans, il y a une quinzaine de marques qui sont des conglomérats alimentaires, dont le poulet frit Kentucky. Donc, est-ce que c'est pour tous les modèles d'affaires? Parce que vous pouvez me dire, oui, mais Benoît, moi, je ne vends pas au consommateur ultime, je vends à un distributeur ou à un grossiste, ou je vends à un transformateur. Alors, c'est un petit peu ça. Si vous êtes un producteur de sirop d'érable, par exemple, bien, vous allez vendre à un transformateur, à moins que vous soyez votre propre transformateur. Et là, vous allez faire affaire avec soit un grossiste ou un distributeur qui, lui, a accès à un réseau retail en Europe. Et que c'est ça qui a une interface avec les consommateurs. Alors, vous pouvez tenter de passer par les consommateurs directement, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, ce qu'il faut faire, c'est motiver l'ensemble de la chaîne pour qu'ils fassent la promotion de votre produit, pour créer ce qu'on appelle l'effet pull, pour que les clients rentrent et qu'ils disent « Moi, je veux du sirop d'érable du Québec. Moi, je veux du fromage du Québec. » Puis peut-être même un petit peu plus spécifique que ça. Donc, vous voyez, au niveau B2B, comme je vous disais, IBM, Intel, SAP, ça, c'est des entreprises qui ne vendent pas à des individus, là. C'est des entreprises qui ne vendent qu'à des entreprises. Comment on se dote d'une marque? Hey, on peut appeler une agence, mais si c'était si facile que ça, là, tout le monde le ferait. Parce que, ultimement, une marque, c'est ça. C'est une promesse de marque avec des codes graphiques. Alors, c'est plus que des beaux dessins. Ah, mon neveu, un logo, peut me faire ça dans son sol 1500 $. Comment ça se fait que tu me charges 75 000? Bien, écoute, Gérard, si tu penses que pour 75 000, je te donne la même chose que ton neveu à 1500 $, vas-y, mais pas sûr que tu vas avoir une stratégie de marque robuste. Donc, ça prend une stratégie de marque qui est ancrée dans votre réalité d'affaires. Il faut comprendre la business pour créer une communication identitaire forte. Puis le résultat d'une stratégie de marque forte, on va faire un petit exemple ensemble. Je vais vous montrer une image. C'est l'image d'une compagnie de voitures. Puis dès que vous allez voir l'image, vous allez me dire à voix haute le mot qui vous vient spontanément. La qualité, le mot, la raison d'existence de cette marque-là. C'est bon? 1, 2, 3. Sécurité. Pourquoi vous dites sécurité? Cet exemple-là, je l'ai utilisé en Chine, je l'ai utilisé au Sri Lanka, mais j'ai utilisé dans une douzaine de pays en Europe. Tout le monde dit sécurité. C'est que la marque repose sur la stratégie d'entreprise. Donc, ça prend une promesse de marque qui est pertinente par rapport à votre stratégie d'affaires. Bon, je vais passer rapidement parce que je m'éternise. Ensuite, il faut que l'ingrédient stratégique ait une assise stratégique. Sinon, ça peut donner ce qui suit. Soyez attentifs.
qui est le vrai signataire de cette publicité-là? Est-ce que c'est Destination Canada? Est-ce que c'est Chevrolet? Est-ce que c'est Tim Horton? Alors, levez la main ceux qui pensent que c'est Tim Horton. Levez la main ceux qui pensent que c'est Chevrolet. Levez la main ceux qui pensent que c'est Destination Canada. OK, êtes-vous prêts à voir la vérité? Parce que ce qui est important, c'est que ce que tu mets de l'avant soit quelque chose que tu puisses posséder, pas prétendre à quelque chose qui ne t'appartient pas. Quel est le rapport de Chevrolet, Chevy là, en anglais, qui est une marque intimement américaine avec le rêve canadien? Donc, c'est la démonstration qu'on veut vous faire, c'est que ça prend un propos qui est possédable. Tu ne peux pas invoquer quelque chose que tu ne peux pas posséder. Puis quand les deux ingrédients sont présents, ça fait quoi? Ça fait comme ces gens-là chez Michelin, que par rapport à un pneu concurrent, ils vont le vendre 15 % plus cher. Pourquoi? Parce que c'est écrit Michelin sur le pneu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette marque-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en alimentaire, le packaging, tout ça commence à prendre énormément de place. Moi, chaque fois que je vais en Europe, puis là, je dis bonjour à mes amis qui sont en Europe, là, qui vont se joindre à nous bientôt pour la période de questions. Allô, allô? Les appellations d'origine contrôlée, Château d'Estoublon, la bouteille ressemble à une bouteille de parfum, c'est magnifique. Ben c'est ça. On crée du désir. Donc, ça vous prend une promesse de marque pertinente, un propos que vous pouvez posséder, puis une stratégie de marketing pérenne. Pourquoi? Alors, 2 minutes et demie d'un auteur qui s'appelle Simon Sinek. Vous savez, des fois, tu lis quelque chose, tu entends quelque chose, j'aurais aimé ça être celui qui trouve ça. Ben c'est ça. Écoutons Simon. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. All the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly.
We just happen to make great computers. Want to buy one? Pourquoi? 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 Pas une huitième caractéristique que les gens, honnêtement, ne sont pas capables de comparer. Pourquoi? Alors, ça m'amène à vous poser pourquoi est-ce que quelqu'un reconnaît ce drapeau? C'est le drapeau de la Wallonie. Pourquoi la Wallonie s'est opposée au libre-échange canado-européen? Est-ce qu'ils en avaient contre le Québec? Est-ce qu'ils en avaient contre le Canada? Ou est-ce qu'ils en avaient plus largement par rapport à l'Amérique? Puis, parce que lorsqu'on tape American Food dans Google, ce sont les images qui apparaissent le plus vite. La réalité, à part la France, c'est que le Canada, le Québec n'existe pas. Le Canada existe peu. L'Amérique existe. Et nous ne sommes pas reconnus en Europe comme étant un pays ou un marché où il y a le souci des choses bien faites et de la salubrité. Et là-dessus, les conférenciers qui suivent vont parler de la France. Les Français sont extrêmement vigilants. Donc, je vais sauter rapidement. On parlera de l'itinéraire des saveurs avec mes amis. Mais ce qui est important, c'est qu'ultimement, ce qu'on vous dit, c'est que au diable le Canada, c'est pas un statement politique là, au diable le Canada, au diable le Québec. Ce qui est important, pensez comme une appellation d'origine contrôlée. C'est le bleu bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac. C'est ça qui est important. Parce qu'il reflète un savoir-faire ancestral. Puis qu'ultimement, Saint-Benoît, c'est plus important que le Québec ou que le Canada. Alors, pour la période de questions, il nous reste 10 minutes. Je vais mettre en ligne mes amis. Attendez 2 secondes. Sortir ça. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter. Salut Patrick. Salut Benoît. Salut Valérie. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? On t'entend très bien, on vous entend très bien. Alors ici, il est 10h moins le quart du soir au fin fond du Gers, département 100% agricole et donc agroalimentaire, majoritairement autour du tournesol, de l'armagnac et du foie gras de canard. Des produits bien plates. Alors, Patrick, je vous les présente. Donc, on est en liaison avec Drummondville, le centre du Québec, le nombril du Québec. Alors, on est à peu près 25 personnes ici, Patrick et Valérie. Alors, Patrick Baudouin, qui a été directeur de création en Europe, au Québec, dans des grandes agences, donc Cossette. Valérie Bossé, sa conjointe, qui est québécoise. Patrick est belge. Bon, on pourrait dire qu'au niveau branding, c'est peut-être un Français, mais ça, on en parlera à un autre moment donné. Donc, Patrick a passé 20 ans au Québec. Valérie, québécoise. Ils vivent tous les deux maintenant en France. Et Valérie et Patrick ont une agence et ils travaillent. C'est eux qui ont fait le repositionnement du floc de Gascogne. Il y avait 2 personnes, Valérie, qui connaissaient le floc de Gascogne ici dans la salle. Ah. Bon. Je veux des noms. Et maintenant, il y en a 45. Oui. Peut-être, avant qu'on passe à la période des questions, vous m'avez parlé de l'itinéraire des saveurs, de ce positionnement-là qui vient de l'Intermarché, quand même 2500 magasins en France, à peu près 1000 dans d'autres pays européens. Parlez-nous un peu de l'itinéraire des saveurs, puis ce que ça veut dire pour vous comme opportunité pour les produits québécois. Mais en fait, l'initiative de l'Intermarché qu'il faut comparer à Métro chez vous au Québec, c'était de remettre en valeur des produits de terroir qui ont des appellations d'origine contrôlée ou des appellations géographiquement protégées. Et aujourd'hui, c'est une série de produits qui sont extrêmement pointus. Donc quand on parle du sel de Guérande, c'est le sel de Guérande. Quand on parle de l'escargot de Bourgogne, c'est pas un escargot de Roumanie qui a été rebaptisé, c'est un escargot de Bourgogne. Et ils ont travaillé ainsi toute une gamme de produits qui sont devenus une référence en France, alors que c'est un distributeur qui était à l'origine de ce positionnement. Et ils ont redonné, si vous voulez, à des produits très spécifiques,
très particulier et géographiquement très localisé, une identité de marque extrêmement forte et je dirais aussi à succès, parce que c'est pas seulement de le faire, mais de le faire avec du succès. Alors, la discussion que j'avais avec Benoît là-dessus, c'est que je disais, et ils n'ont pas, à l'heure où on se parle, par exemple, d'un sirop d'érable dans l'itinéraire des saveurs, mais ce serait tout à fait imaginable. Et Patrick, pour avoir visité le site en fin de semaine, l'itinéraire des saveurs, vous pouvez y aller, c'est itinéraire-des-saveurs.com. Il y a plusieurs produits en France, mais il y a l'itinéraire à l'étranger. Vous cliquez et il n'y a rien en Amérique du Nord. Rien. Non. Il y a la Guadeloupe et puis il y a le Mexique. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont acquis ici en France un positionnement de marque, quand même de qualité, mais aussi d'initiateurs. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas certains produits français qui ont été présentés par Itinéraire des saveurs, je parle des Français ici qui ont découvert, par exemple, certains produits régionaux par Itinéraire des saveurs, ben on leur propose, c'est un peu comme chez Renaud-Bré, quand on leur dit le coup de cœur de Renaud-Bré, ou voilà, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps d'aller choisir quelque chose dans une sorte de philosophie éditoriale. Et donc, les Français qui achètent sur Itinéraire des saveurs des produits exotiques de l'étranger, les achètent avec quand même un certain mode d'emploi. Donc, ils achètent une certaine sécurité aussi de savoir qu'ils vont pouvoir s'en servir. Voilà. Donc, c'est intéressant pour les produits venant de l'étranger. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions dans la salle? Moi, j'en ai 1000. Oui, madame. Je vais répéter la question parce que... Itinéraire des saveurs, c'est une... Ben, pouvez-vous nous décrire qu'est-ce que c'est dans un Intermarché? Puis c'est aussi un site transactionnel, hein? Alors, Itinéraire des saveurs, en fait, c'est une marque que on va trouver, comme on pourrait trouver une marque, ce qu'on appelle marque distributeur chez Metro, ou le choix du président, etc. Sauf que ici, on est à l'inverse d'un produit bas de gamme, on est dans un produit totalement certifié, d'origine, au niveau de sa qualité, au niveau de sa localisation. Et quand j'achète Itinéraire des saveurs, ben quelque part, ça me garantit évidemment la qualité du produit, mais son origine, c'est certification par exemple bio, etc., etc. Toute la traçabilité. Hein. Toute la traçabilité, et on trouvera, quand on est dans un Intermarché, on va trouver des produits Itinéraire des saveurs un peu partout. Donc, c'est-à-dire quand je suis dans les conserves, j'en ai dans les conserves, quand je suis dans les gâteaux, j'en ai dans les gâteaux, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour finir, Itinéraire des saveurs a remis dans la grande distribution le goût de découvrir des produits de terroir, mais des produits de terroir qui sont certifiés, qui sont valorisés par leur origine. Autre question? Moi, j'en aurais peut-être une, Patrick et Valérie. C'est quoi cette obsession qu'ont les Européens par rapport à la qualité de la bouffe? Et puis pourquoi ils pensent qu'ici, on n'est pas obsédé par ça? Moi, Patrick, je vais laisser Patrick répondre pour les Européens, mais je peux parler pour les Français parce que ça fait 4 ans qu'on y vit à temps plein. De façon générale, on va faire des belles généralisations, mais qui ont leur sens. C'est que les Français sont convaincus de la qualité de ce qui est produit en France, par leur historique, par tout le marketing aussi qui a été fait depuis 40-50 ans sur les produits régionaux et tout ça. Donc, ils savent qu'ici, et ils ont l'impression aussi que tout est tellement normé que, voilà, tout est sécuritaire quand c'est produit en France. Mais quand c'est produit ailleurs, ils ont notamment vis-à-vis des États-Unis qui s'appelle ici l'Amérique, donc qui inclut aussi le Canada et parfois le Québec, que c'est une bande de sauvages qui n'ont rien à faire, ils veulent du poulet à l'eau de Javel. Voilà, ça les traumatise beaucoup. Donc, culturellement, ils sont basés sur complètement d'autres valeurs au niveau de l'agroalimentaire, qui sont des valeurs basées sur du vrai, j'oserais dire, et non pas sur de l'hygiène. Et ici, ça s'exprime à travers une traçabilité, une transparence de la production. Voilà.
Et il faut savoir que, vous l'avez entendu certainement au Québec récemment, il y a tout le scandale des œufs qui ont été sans doute, je dirais, injectés avec des insecticides, etc. Ça s'est passé depuis la Hollande et la Belgique et c'est arrivé en France. Et c'est intéressant qu'à travers ce phénomène d'actualité, vous voyez totalement le comportement de l'Europe agroalimentaire aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que d'abord la France, avec ses qualités et ses défauts, c'est le premier pays producteur agroalimentaire d'Europe, devant l'Allemagne, et eux ont une influence énorme dans les comportements de consommation par rapport aux marques qu'ils voient comme des marques sécures, donc des marques qui ont les garanties en termes de qualité, de traçabilité, etc., etc. Et ce qui est intéressant plus derrière, c'est que aujourd'hui, et ça date de 3 ans, il y a un mouvement extrêmement important en France et qui commence à toucher le reste de l'Europe, c'est l'intérêt pour des produits qui sont les produits agroalimentaires qui sont certifiés, qui sont bio, qui sont ceci, qui sont cela. Et toute cette notion-là de fiabilité de l'agroalimentaire devient un élément extrêmement déterminant pour les marques. Alors, je leur ai exposé l'idée qu'on a développée ensemble, qu'ultimement, on va laisser tomber le Canada, le Québec, puisque c'est Saint-Benoît-du-Lac qui est important. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis là, quand je parle de Saint-Benoît-du-Lac, je parle pas de moi, là. Je parle des moines de l'abbaye. Alors, c'est quoi votre feeling par rapport à ça, par rapport à l'extrême régionalité? Ben, comme gage de qualité, déjà, au niveau du terroir, ça c'est certain que ben, après ça rejoint aussi tout ce qui est ça, je vais laisser Patrick en parler, mais tout ce qui est ce qui définit une marque, hein, c'est quelle est l'histoire derrière le produit et l'histoire d'un wannabe ou d'un follower. C'est pas l'histoire du créateur, c'est pas l'histoire du terroir d'origine, c'est pas l'histoire de... Donc, il n'y a pas cette même pertinence-là. Et du coup, l'idée, c'est comment, justement, Saint-Benoît-du-Lac, petit trou quelque part au milieu d'un océan qui est, par exemple, toute l'Amérique, comme il le voit ici, comment on arrive à définir, comment on arrive à faire ressortir un produit à travers toute cette marée-là? Bien, c'est parce que c'est ce truc-là de Saint-Benoît-du-Lac qui est produit comme ça. Oui, il y a une tendance de fond actuellement dans la consommation, en tout cas on le sent très très fort en Europe. On part vers une consommation totalement internationale, si pas mondiale, et en même temps on a un consommateur que ça inquiète, et ce consommateur sur quoi il veut se reposer sur des marques qui ont une histoire, une garantie de traçabilité, à la limite une certaine mythologie, et donc si demain je suis à Saint-Benoît-du-Lac et que je fais du fromage, bien je ne vais pas dire que je fais du fromage, je vais dire toute l'histoire de Saint-Benoît-du-Lac qui, il y a 40, 50 ans, a décidé de faire un fromage qui est d'une pâte dure ou une pâte molle, et ceci, et construire une histoire qui fait que le consommateur, même dans un cas de mondialisation, je dirais que cette notion de sécurisation de la marque qui est capable de lui raconter une histoire et surtout de prouver son histoire, eh bien, ça lui permet de renforcer, je dirais, sa pertinence sur un marché. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, dans les accords Canada-Europe, il n'y a que actuellement 60 à 100 produits sur les 1500 produits agroalimentaires qui sont protégés par des appellations, mais il ne faut pas rigoler avec ça. Sachez que les Wallons, ils ont foutu le bordel il y a quelques mois, mais le bordel n'est pas fini, même si l'entente a été signée, il est certain que pas mal de produits d'ici vont demander à être mieux reconnus par leur certification. Mais à l'inverse, un produit du Québec a une belle opportunité s'il peut défendre son appellation, s'il peut défendre sa traçabilité, s'il peut défendre en toute transparence ses origines et la qualité. Il a toutes ses chances. Les amis, je vais vous remercier. Il approche 22 heures chez vous, alors on va vous laisser terminer. On boit l'Armagnac maintenant. Ah oui, bon, d'accord. Alors, santé, les amis. Alors, puis bonne fin de journée de nous tous ici à Drummondville. Salut. Au revoir à tout le monde. Bye. Bye. Je vous remercie pour votre attention. Je serai disponible après si vous avez des questions additionnelles. Merci beaucoup.